Je vous souhaite la bienvenue à tous pour un nouvel épisode de mon podcast qui s'appelle Cinémupsi, qui est disponible sur YouTube, Spotify, Anchor. Écoutez, aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire la partie 2 du livre de Guillaume Dulude. Je vais vous rappeler le titre, c'est « Je suis un chercheur d'art, les mécanismes de la communication et des relations humaines », qui a été publié en 2020 aux éditions de l'Homme. Si je vous rappelle aussi un petit peu c'est qui Guillaume Dulude, ben, c'est un docteur en neuropsychologie. Écoutez, on le voit de plus en plus là, dans les médias, à la télévision, on l'entend aussi à la radio. Il avait fait une émission de radio, je crois, c'était en 2021. Il avait animé une émission là, en avant-midi avec l'animatrice de radio Elisabeth Crête. Oui, où est-ce qu'il parlait de psychologie, de communication, c'est ce qui est ses sujets de prédilection parce que Guillaume Dulude, c'est vraiment un spécialiste en tout ce qui est communication, psychologie. Il enseigne des techniques de communication à des grands groupes, il fait des conférences. Aussi, comme je vous disais, là, il y a une entreprise plutôt, qui a parti là, environ, je pense, 20 ans, qui s'appelle Psycom, où vous pouvez acheter des formations. Je pense que c'est 3 formations, Psycom 1, Psycom 2, Psycom 3. Puis j'avais oublié de le mentionner aussi dans mon dernier podcast, la première partie du livre. Il fait aussi vivre une expérience à des gens là, qui sont prêts à payer quand même un bon montant. Là. Ça s'appelle Psycom Origine. Dans le fond, c'est un groupe, ils forment un groupe de personnes, des personnes qui s'inscrivent, ils s'en vont en Afrique avec lui pour apprendre sur le terrain des techniques de communication, pratiquer, développer leur leadership, parce que dans le fond, ils vont devoir affronter certaines épreuves qui va leur soumettre jour après jour. Je pense que le voyage, ça dure entre 9 et 10 jours. Ça se passe en Afrique. Ils vont quand même côtoyer des animaux dangereux, là. Comme le lion, le léopard, le rhinocéros. C'est sûr que c'est contrôlé, là. Il y a une prise de risque, mais c'est en même temps, ils sont entourés avec des guides aussi, ils ont des armes et tout ça. Bref, c'est des risques contrôlés, mais quand même, il y a certains risques. Fait que j'avais oublié de vous mentionner ça dans mon dernier podcast. Je vais vous mettre le lien du site internet de Psycom Origine si vous êtes intéressé à en savoir plus. Là. Je pense même qu'il y a une vidéo là-dessus que vous pouvez écouter où est-ce que Guillaume Dulude parle justement à quoi ça ressemble une expérience de Psycom Origine. Puis sur YouTube, il a fait des lives là, pour répondre à des questions de gens qui seraient peut-être intéressés. Vous avez juste à marquer sur YouTube Guillaume Dulude, Psycom Origine, live, puis vous allez avoir le lien pour écouter ces merveilleux lives que j'ai écoutés, que j'ai trouvé vraiment très très intéressant. Fait qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va faire la partie 2 du livre de Guillaume Dulude. Comme je vous expliquais la dernière fois, c'est que je n'étais pas capable de faire juste un podcast sur le livre de Guillaume Dulude parce que ça aurait été trop dense. Il y a beaucoup d'informations dans ce livre-là. Condenser ça en un podcast, ça aurait duré 2 à 3 heures. Fait que j'ai décidé d'en faire 2 pour que ça soit plus digeste. Puis aujourd'hui, on va aborder un petit peu tout ce qui est communication non-verbale, les traits de personnalité qui sont reconnus scientifiquement. On va aussi aborder des systèmes dits biocomportementaux qui sont non conscients, mais qui ont quand même une certaine influence dans la communication. Puis, aussi, je vais vous parler d'une technique de communication que Guillaume Dulude parle dans son bouquin. Là. Il y a quand même un chapitre où il va parler de cette technique de communication-là qui dit que c'est une des plus complexes, des plus difficiles à faire. De bien la faire, parce qu'elle est souvent bâclée au quotidien. Fait que je vais commencer par... On va parler des yeux.
Les yeux. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais il y a des fois des gens avec qui on parle, il y a comme une incohérence au niveau des yeux, puis au niveau de leur bouche, la façon qu'ils communiquent avec leurs yeux, versus quand ils parlent ou les expressions de la bouche. Il peut y avoir une genre d'incohérence. Pour aborder ce sujet-là, qu'est-ce que Guillaume Dulude explique, c'est que on peut pas faire semblant au niveau des yeux pour faire accroire à une émotion quelconque vis-à-vis de notre interlocuteur. Bref, c'est le cerveau, il va détecter et analyser tout ce qu'on voit en quelques millisecondes. C'est comme il expliquait là, dans son livre, les yeux, c'est des instruments de communication les plus précis, les plus rapides qui existent. Puis il explique que le mouvement des yeux, en fait, là, c'est vraiment influencé par ce qui est activé dans son système cérébral, tout ce qui est émotion, processus cognitif avec l'attention. Puis ben, il parle d'un exemple d'un mouvement oculaire qui sont détectables consciemment. Il parle de antisaccades et saccades simples. Honnêtement, moi, quand j'ai lu ça, je n'avais jamais entendu parler de ça. Quand on parle d'antisaccades, je vais vous résumer ça, c'est le fait que quand on parle à une personne, on va s'apercevoir là, que il y a comme un genre de regard fuyant. C'est des mouvements de ses yeux qui sont courts, rapides, involontaires. Puis c'est comme si il tentait de fuir une cible. C'est comme s'il n'était pas capable de nous regarder dans les yeux. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'il explique, c'est que c'est une stratégie qui vise vraiment à cacher les informations que ses yeux envoient. C'est vraiment... La personne s'aperçoit qu'elle est anxieuse, puis elle va avoir des mouvements rapides, elle ne sera pas capable de regarder son interlocuteur dans les yeux. Ça va être comme on peut dire, instinctif. Puis la saccade simple, ben, c'est la tentative de cacher l'antisaccade. En fait, c'est que la personne s'aperçoit qu'elle n'est pas capable de regarder la personne dans les yeux, puis elle essaie de revenir au regard de l'interlocuteur pour cacher son anxiété. Mais ça, comme il explique, c'est que c'est une stratégie qui ne fonctionne pas vraiment parce que on va percevoir rapidement que la personne est anxieuse, elle va avoir un regard fuyant, même si elle essaie de revenir sur nos yeux. Déjà, on a vu les mouvements rapides au préalable de l'antisaccade, puis on peut pas cacher ça, c'est impossible en fait. Puis il explique que le mouvement des yeux, c'est vraiment, vraiment relié avec nos émotions. On peut pas faire semblant avec nos yeux. Ça vient comme naturellement. C'est indépendamment de notre volonté. Puis le langage verbal, il peut rien changer à ça. Puis aussi, comme je vous disais au début, la personne qui communique avec un autre peut voir qu'il va avoir une incohérence au niveau des yeux et au niveau de la bouche. On va appeler ça, c'est une incohérence. La cohérence intermodale, c'est soit que le message transmis par la personne soit cohérent autant au niveau de la bouche, des yeux, que des mots. Puis, lorsqu'il y a une incohérence intermodale, ben ça va vraiment influencer négativement la communication. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si nos yeux expriment de l'anxiété, mais on sourit, ben la personne en face qui voit ça va voir avant tout l'anxiété. Elle va comprendre que le sourire, il n'est pas sincère, il est là pour cacher d'une certaine façon l'anxiété. Donc, bref, les yeux, ça dit toujours la vérité, selon Guillaume Dulude. On ne peut pas faire semblant de cacher une émotion. On ne peut pas faire semblant avec nos yeux
de plus ressentir de l'anxiété, d'exprimer de la joie. Ça fonctionne pas, en fait. Exemple, une personne qui vit de la colère ou de l'anxiété, mais qu'elle elle sourit, ben là, elle va contredire les émotions que transmet ses yeux, parce que ces derniers vont transmettre l'anxiété ou de la colère. Fait que il y a une incohérence, puis la personne va le détecter immédiatement. Puis un autre aspect qui est vraiment intéressant aussi au niveau des yeux, souvent on va remarquer qu'il y a des gens qui vont cligner beaucoup, beaucoup des yeux. Des fois, on peut penser qu'ils ont de la poussière dans les yeux, mais souvent, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la personne elle va être en train de capter les informations que vous allez lui dire. C'est comme si elle augmentait sa concentration pour vraiment comprendre votre message, puis elle va cligner de plus en plus des yeux dans ce temps-là. La prochaine fois que vous allez parler avec quelqu'un, essayez de remarquer ça. Si la personne cligne beaucoup, beaucoup des yeux, ben, ça peut être signe que la personne est vraiment en train de vous écouter. Elle a une écoute très active, elle est très intéressée à ce que vous dites. Puis, aussi à l'inverse, si la personne elle arrête de cligner des yeux, puis elle a un regard fixe, ben là, posez-vous des questions si elle est en train de vraiment vous écouter. C'est ça qu'explique Guillaume dans son livre, c'est que si la personne elle cligne pas les yeux pendant un certain moment, mais ça veut dire peut-être qu'elle est dans sa tête, qu'elle est en train de rêvasser, puis elle a complètement perdu l'écoute là, envers votre message. Donc, lorsque le nombre de clignements d'yeux augmente, ça signifie que l'écoute de la personne est plus efficace, puis aussi elle adopte une attention dite consciente envers son interlocuteur. Lorsque le clignement des yeux diminue, ça veut dire que la personne dirige son attention consciente vers l'intérieur, vers ses propres pensées. Puis ça peut être synonyme aussi peut-être d'anxiété. La personne est accaparée par ses émotions négatives, puis elle n'est pas capable de vous écouter correctement. Il y a une autre aussi partie du livre que je voulais vous parler ce soir. Ça s'appelle le système d'inhibition et le système d'approche. Ça, c'est quelque chose que j'avais entendu souvent dans ces lives, que j'avais pas trop compris au début, parce que j'avais pas encore lu le bouquin. C'est deux systèmes biocomportementaux qui sont dits non conscients, gérant les éléments tant positifs que négatifs. Puis les deux systèmes sont la base de ce que nous ressentons ou aussi c'est de notre intuition. En gros, là, le système d'inhibition, ben, il est spécialisé dans la détection et la gestion des éléments négatifs qui sont à venir. Donc, c'est un système qui anticipe beaucoup le futur, puis est vraiment associé au stress et à l'anxiété. Il vise plus à éviter des choses désagréables, des événements désagréables, comme d'être rejeté par son interlocuteur. Il vise surtout à préserver une certaine sécurité, à se protéger, à éviter une perte d'énergie, d'éviter de la douleur, puis aussi de réduire les risques en général, là. C'est vraiment associé à l'hormone du stress, là, la cortisol. Puis, c'est vraiment associé à tout ce qui est rumination, inquiétude, puis menaces potentielles. Puis pour venir au clignement d'yeux, qu'est-ce que je vous disais, ben, si la personne elle cligne moins les yeux, ben, probablement dans un système d'inhibition. Donc, il y a une certaine perturbation émotionnelle là, au niveau du cerveau. Puis, la personne, elle va être beaucoup plus dans sa tête. Elle va avoir des tics aussi. Ça peut être comme se toucher les mains, le cou, les cheveux, se mordre la lèvre. C'est toutes des choses que vous allez pouvoir voir si vous êtes attentif. C'est sûr qu'au départ, qu'on n'est pas habitué de détecter ces choses-là. Peut-être que ça va passer free, ça va passer dans le beurre, comme on dit. Vous le verrez pas, mais si vous vous pratiquez, puis vous portez attention à ça, ben vous allez vous apercevoir assez rapidement si la personne est vraiment en train de vous écouter, si elle est dans un système d'inhibition, donc accaparée par ses émotions, par une certaine anxiété. Puis, ben, en excès, le système d'inhibition, qu'est-ce que ça peut faire? C'est que
la personne elle peut avoir des troubles psychologiques, ça peut causer comme la dépression, des troubles, ça peut être signe de troubles anxieux aussi. Puis la personne qui est dans un système d'inhibition, elle va être plus en retrait, avoir moins tendance à socialiser avec les autres, elle va manquer beaucoup, beaucoup de confiance dans les situations sociales, elle va dépendre beaucoup émotionnellement des autres. Ça va signifier peut-être une certaine dépendance affective, puis elle va avoir besoin d'être réconfortée vraiment beaucoup. Puis si on parle du système d'approche, le SA, mais là on parle plus d'un système qui anticipe la récompense. C'est un système d'ouverture vers les autres. C'est un système qui va aller comme chercher sa dopamine, l'hormone du plaisir et de la récompense. Puis c'est beaucoup plus synonyme de positif. Ça va être synonyme aussi d'aller atteindre ses buts, ses objectifs, comme je disais. Puis aussi, va aller chercher son énergie de cette façon-là, des émotions positives. Puis quand on est en système d'approche, c'est là qu'on est plus efficace pour apprendre. C'est là que notre mémoire est meilleure. On va avoir une ouverture plus grande envers les autres. Puis c'est avec ce système-là, quand on va être dans ce système-là, on va avoir une meilleure écoute pour les autres, une écoute active comme je vous disais tout à l'heure. Puis ça va être aussi la personne qui est dans ce système-là va s'exprimer beaucoup plus facilement, puis elle va être généralement beaucoup plus positive. Donc le SI, plus synonyme d'anxiété, plus synonyme de stress, synonyme aussi de moins bonne écoute. Le SA, système d'approche, ça va être plus synonyme de rechercher le plaisir, de dopamine, atteindre ses objectifs, et c'est synonyme de meilleure écoute. Dans l'autre podcast que je vous avais fait, je pense que je vous avais mentionné peut-être concernant le Big Five, là, que je vous avais parlé des types de personnalités qui sont reconnues et validées scientifiquement. Ça, vraiment, là, j'ai été très, très, très surpris quand j'ai lu le livre de Guillaume Duluth. Parce que je savais pas qu'il y avait vraiment 5 traits de personnalité validés scientifiquement puis reconnus depuis de nombreuses années. Puis quand je dis validés scientifiquement, c'est qu'il y a ça part d'une recherche là, qui avait commencé en 1949, qui avait été élaborée par D.W. Fisk. Puis il y a d'autres chercheurs après ça qui ont travaillé sur ces recherches, puis ont approfondi ça. Puis ils ont sorti 5 traits de personnalité que la plupart des gens sur la planète, même tous les gens sur la planète, ont à différents degrés. On les a toutes, mais il y en a qui sont des fois plus forts que d'autres. Il y a des traits qu'on va avoir plus que d'autres. Le trait numéro 1, en fait, je vais tous vous les nommer, puis après ça, je vais vous les décrire là, sommairement. Le trait numéro 1, c'est le névrotisme. Le trait numéro 2 de personnalité et le 3, parce que je les regroupe ensemble, c'est l'ouverture et l'extraversion. Le trait de personnalité numéro 4, c'est l'agréabilité. Et le trait de personnalité numéro 5, qui est validé scientifiquement, c'est la conscienciosité. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On va commencer par le névrotisme. Névrotisme, c'est une personne qui va avoir tendance à avoir beaucoup, beaucoup d'émotions négatives. Elle va vivre beaucoup, beaucoup d'anxiété. Elle va être souvent sur le mode défensif. Puis elle va être dans un système d'inhibition, là. Si je fais référence à ce que je vous parlais tout à l'heure, elle va réfléchir beaucoup, elle va être déconcentrée par ses émotions qui sont négatives. Puis un haut degré de névrotisme, ça va faire en sorte que la personne va avoir vraiment une faible tolérance envers les idées qui sont différentes des siennes. La personne va avoir beaucoup de difficultés aussi à prendre ses responsabilités. Elle va avoir tendance à la victimite, à se victimiser. Puis ça, d'ailleurs, c'est un point
que Guillaume Dulude revient souvent, soit dans ses lives, soit dans son bouquin, soit dans ses chroniques à la radio que j'ai entendues ou à la télévision. Il dit qu'en ce moment, là, on est dans une période que le niveau de victimisation est plus élevé que jamais. Puis je valide sa perception parce que je suis vraiment d'accord avec ça. Je trouve vraiment qu'on est dans une période que on dirait que les gens, il faut qu'ils se trouvent comme des choses pour se plaindre, pour avoir de l'attention, pour faire pitié. C'est une façon comme de ne pas se prendre en charge, finalement, de ne pas prendre ses propres responsabilités. C'est une tendance que, comme Guillaume, j'ai remarqué dans les dernières années, puis on dirait que ça l'augmente. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est à cause des médias sociaux. Je sais pas si c'est que les gens sont moins tolérants envers la critique. Les gens sont entre guillemets, plus fragiles psychologiquement, plus faibles. Je trouve ça triste de dire ça, mais oui, je trouve que il y a quand même une certaine fragilité qui est exacerbée chez beaucoup de personnes de nos jours. J'ai l'impression que les gens vont baisser les bras à la moindre épreuve. Ce que je trouve très différent d'auparavant, finalement, parce que il me semble que là, une vingtaine d'années, on voyait moins ça, ce genre de comportement de victime-là. Ben, c'est vraiment associé au trait de personnalité du névrotisme. Puis, ben, comme tout le monde, on vit tous des émotions négatives, mais il y a certaines personnes qui vont avoir peut-être plus tendance aux émotions négatives. Donc, ils vont avoir ce trait de personnalité-là un petit peu plus fort. Numéro 2, numéro 3, que je rassemble ensemble, c'est l'ouverture, trait de personnalité d'ouverture et d'extraversion. Là, on parle des gens qui sont ouverts d'esprit, qui ont tendance à l'exploration, qui n'ont pas peur de la nouveauté, qui vont prendre des risques. Souvent, les entrepreneurs, je crois qu'ils ont ce trait de personnalité-là assez développé, parce qu'ils prennent énormément de risques. Aussi, ça peut être des gens qui travaillent, qui font de la gestion, qui ont une ouverture, une extraversion. Ça peut être des patrons, parce qu'ils vont avoir à communiquer. Donc, il faut qu'il y ait une aisance à communiquer. Donc, peut-être ce type de personnes-là vont avoir ce trait-là un petit peu plus fort. Les gens qui ont une facilité à l'ouverture et à l'extraversion, on va voir ça, là, c'est des gens qui s'émerveillent facilement. C'est des gens qui ont un potentiel de créer beaucoup d'énergie par eux-mêmes. Ils vont aussi arriver à maîtriser beaucoup plus facilement leurs émotions négatives. Puis aussi, ben, c'est important pour le développement, là, comme je disais tantôt, du leadership puis de l'influence sociale. Maintenant, on va avec le 4e trait de personnalité. Ça, c'est un trait que beaucoup de gens, je pense, ont de nos jours, puis qui peut poser problème quand il est mal dosé. C'est l'agréabilité. Ça va être la tendance à l'altruisme, à la coopération, à l'empathie. Ça va être des gens qui vont souvent essayer de créer une belle ambiance dans une équipe. Ils n'aiment pas beaucoup la discorde, ils n'aiment pas la chicane. C'est des gens qui vont essayer d'augmenter les émotions positives chez les autres, puis de réduire leurs émotions négatives. C'est des gens aussi qui vont inhiber beaucoup leurs émotions négatives pour pas déplaire aux autres. Puis en excès, l'agréabilité, qu'est-ce que ça fait? C'est que les personnes deviennent un peu hypocrites, finalement. Parce que quand on pense à l'agréabilité, on se dit « Ah, mais c'est intéressant, la personne est gentille avec les autres. » Sauf que quand ça tombe dans l'excès, ben là, tu es toujours en train de te suradapter. Tu es toujours en train d'essayer de faire plaisir aux autres, quitte à t'oublier dans le processus. Puis, ben, ça crée de la colère. Ça crée du ressentiment parce que tu as l'impression de ne pas te respecter là-dedans. Puis
Puis ce que Guillaume Dulude explique en gros avec ce trait de personnalité-là, c'est qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, mais la personne, elle va briser sa réputation, puis sa crédibilité va complètement s'effriter parce que elle va avoir un double discours. Elle ne sera pas capable de dire les mêmes choses à toutes les personnes parce qu'elle recherche tellement l'approbation que si une personne dit A, elle va dire A. Si l'autre personne dit B, elle va dire B pour pas causer de discorde. Puis ça, c'est un problème. C'est un problème parce que la personne, elle développe pas son leadership. Faut qu'elle apprenne à déplaire pour pouvoir augmenter à un moment donné sa confiance en elle, puis augmenter aussi par le fait même son leadership. Fait qu'en résumé, c'est un trait de personnalité qui favorise l'approbation sociale et la relation dans l'instant présent. 5e trait de personnalité, ça c'est la conscienciosité. Guillaume Dulude, il dit que c'est un des traits les plus importants à avoir si on veut développer une bonne communication. Il dit en gros que les personnes consciencieuses, c'est souvent celles qu'on va voir qui sont très bien organisées, qui sont travaillantes, qui sont disciplinées, efficaces et ordonnées. Puis c'est un trait de personnalité qui explique, qui va faire en sorte que la personne va être capable de résoudre plus facilement ses problèmes. C'est vraiment associé, comme je disais tout à l'heure, à des meilleures habiletés de communication interpersonnelle, parce que la communication va être plus structurée. Puis, comme Guillaume Dulude explique, c'est que ça va être vraiment orienté vers des buts qui vont être porteurs. Donc, la personne qui est consciencieuse va être beaucoup plus rationnelle, va arriver à être plus stoïque, va arriver à mieux gérer ses émotions. Puis, selon moi, la conscienciosité, ben, c'est essentiel à tout adulte. Je pense que c'est ça qui fait la différence entre un adolescent et quelqu'un qui devient adulte, c'est qu'il va être plus consciencieux, qu'il va être capable de mieux maîtriser ses émotions, qu'il va être capable d'être plus rationnel, qu'il va être capable de prendre un certain recul sur une situation. C'est un trait, je pense, qu'on acquiert avec la maturité. Je pense que malheureusement, c'est pas tout le monde qui ont la conscienciosité très élevée, parce qu'on voit souvent des adolescents, je ne sais pas si vous avez déjà entendu le terme, je fais une petite parenthèse, mais c'est vraiment, on croise des adultes, mais qui ont vraiment un comportement d'ado, qui sont pas responsables, qui vont vivre uniquement dans l'instant présent, qui vont profiter des plaisirs immédiats, qui seront pas capables de retarder justement les récompenses, ils veulent avoir les récompenses immédiatement. Mais ça va être des personnes qui sont pas vraiment persévérants, finalement, qui seront pas capables à long terme d'accomplir des buts et des objectifs. Mais moi, je crois que c'est un trait, même si c'est pas naturel, chez la personne, je pense que c'est un trait qui se développe. Honnêtement, c'est un trait qui se travaille. C'est un trait qui fait en sorte qu'on s'endurcit, pas s'endurcir côté émotion, qu'on ressent plus rien, non, qu'on va être capable d'être plus fort mentalement. Je crois vraiment que la conscienciosité va faire en sorte que psychologiquement, on va être plus fort parce qu'on va être capable d'affronter des épreuves, puis ça va nous donner confiance parce qu'on sait qu'on est capable d'accomplir des épreuves vu qu'on l'a fait dans le passé. Maintenant, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle le go, no-go. C'est un concept que Guillaume Dulude élabore dans son bouquin. Puis à la base, si je vous résume ça, c'est que ça provient de la recherche fondamentale en neurocognition. Donc, c'est des participants qui devaient prendre des décisions sur le moment devant un ordinateur. À chaque fois qu'ils voyaient un vrai mot, il fallait qu'ils appuient sur une touche du clavier. Puis, quand ils apercevaient quelque chose qui ressemblait pas à vraiment un mot, comme, supposons, GGGGG, ben, il fallait qu'ils s'abstiennent d'appuyer sur une touche du clavier. Puis ça, c'était vraiment pour mesurer les meilleurs... la façon que la personne
prenait ses décisions dans le moment, qu'elle prenne la meilleure décision. Puis si on parle du go, ben ça, le go, c'est vraiment, dans une conversation, là, si on revient à la communication, ça correspond au choix de faire une action appropriée dans l'instant. Exemple, si une personne est en train de vous parler, ben, puis elle est en train de vous exprimer quelque chose de grave qu'elle a vécu, elle a vécu un grand stress, elle a vécu une période difficile, ben la décision logique que vous allez prendre dans le moment, c'est que vous allez activer le go écoute, parce que dans le moment, parler, ça serait pas approprié. Donc, la décision dans le moment, c'est le go écoute. Maintenant, le no-go. C'est quoi le no-go? No-go, c'est un petit peu le contraire. C'est qu'on va résister à la tentation de répliquer trop hâtivement là, quand une personne nous parle, finalement. Je vais vous donner un exemple là, concret. Il y a une personne qui commence à vous parler d'un sujet chaud pour ou contre l'avortement. Bon, je vais vous donner cet exemple-là. Là, la personne va dire ses arguments. Puis là, toi, t'es pas d'accord du tout avec sa vision. La personne est supposons, pour l'avortement. OK? Supposons que toi, t'es contre l'avortement, mais t'as tellement le goût de parler que puis tu vas être moins dans l'écoute à un moment donné, tu vas avoir le goût d'exprimer tes arguments. Ben, si t'es pas dans le no-go, ben là, tu vas couper la personne, tu vas commencer à dire ton opinion, puis tu vas penser toujours à ta prochaine réponse quand la personne va te parler. Donc, ton attention dans le moment présent là, est plus du tout là, ou est vraiment moins là. Tu vas avoir beaucoup moins d'écoute. En gros, en résumé, le no-go, c'est un arrêt du comportement. Ça va faire en sorte de ne pas adopter un comportement que tu vas juger non adapté dans la situation de communication que tu as. Puis, comme la conscienciosité, ben moi, je pense que c'est quelque chose qui s'apprend. Moi, personnellement, j'ai appris à le faire. Je dis pas que je suis parfait, mais je pense que mon écoute s'est vraiment développée dans les dernières années. Puis, je suis capable de m'apercevoir qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand j'ai le goût de parler. Mais là, je vois que la personne n'a pas fini ses arguments, elle n'a pas fini, pas nécessairement juste ses arguments, mais elle n'a pas fini de s'exprimer. Elle vit des problèmes, puis là, peut-être que instinctivement, je vais avoir le goût de donner des conseils. Donner des conseils, c'est pas vraiment suggérer. Ça serait peut-être de continuer à écouter la personne pour justement adopter ce comportement-là qui est plus approprié, c'est l'écoute. Puis, si la personne elle demande des conseils, ben là, après, on va pouvoir retourner dans le go, donc être dans l'action, puis être dans le go expression. Mais, je pense que c'est quelque chose que la plupart des gens ont de la difficulté, c'est adopter vraiment une écoute, là, je dirais, exemplaire, de parler quand c'est le temps de parler, d'écouter quand c'est le temps d'écouter. C'est quelque chose pas facile à faire, certes, mais je pense que par respect pour les autres, il n'y a rien de pire, selon moi, là, que quand tu commences à discuter de quelque chose qui te touche, quelque chose qui est vraiment important pour toi, puis là, la personne en face de toi, tout ce qu'elle veut, c'est de te donner des conseils, elle te coupe, puis elle dit de pas t'en faire, que ça va se régler. La personne aurait été mieux être dans le no-go dans ce temps-là. Fait que le go, correspond au choix de faire une action appropriée dans l'instant présent. Et le no-go, c'est un arrêt du comportement. On stoppe un comportement qui est non adapté pour adopter un meilleur comportement dans la situation de communication qu'on vit avec la personne. Pour finir ce podcast, je vais vous parler d'une technique, plutôt une stratégie de communication verbale qui, selon Guillaume Dulude, c'est une des très importantes stratégies de communication qu'on devrait maîtriser, mais aussi qui est une des plus complexes, parce que je vous parlais que les gens, des fois, ont de la difficulté à écouter, mais ça demande
ça exige une écoute intense de l'autre personne. C'est pas une écoute parfaite, parce qu'il n'y a pas d'écoute parfaite, mais ça exige beaucoup, beaucoup d'énergie cérébrale, parce que, on va parler du reflet, parce que faire un bon reflet, c'est pas facile en fait. Faire un reflet, c'est pas répéter les mots que la personne vient de dire. Premièrement, il faut écouter. Puis après ça, pour valider, par exemple, si on a bien compris, on va peut-être exprimer, on va reformuler ça dans nos propres mots, pas répéter les mêmes mots, parce que ça veut dire finalement que tu n'as pas saisi le sens de son message. Tu fais juste répéter les mots. Puis la personne, elle va peut-être prendre ça pour un manque d'écoute, puis ça va, selon moi, diminuer beaucoup la relation. C'est vraiment d'être capable de répéter les propos de la personne dans nos propres mots. 2, le reflet, c'est vraiment une volonté de comprendre l'autre. Pas juste avec les mots qu'elle va exprimer, mais avec aussi son non-verbal qu'on va percevoir, la façon qu'elle va dire son message. Ça permet de distinguer vraiment si notre perception du message que la personne a voulu nous transmettre est bonne ou pas. Est-ce qu'on est dans le champ finalement vis-à-vis de notre compréhension de qu'est-ce que la personne veut nous exprimer. Puis, un bon reflet, selon Guillaume Dulude, mais ça va vraiment augmenter la vulnérabilité chez l'interlocuteur. Pourquoi? Parce que si la personne elle se sent écoutée, elle se sent respectée, elle se sent accueillie dans ses propos, ben ça va faire en sorte qu'elle va s'exprimer encore plus. Donc, le reflet, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de donner notre attention maximale. Ça permet de pratiquer notre écoute consciente. Puis ça permet aussi d'assimiler beaucoup plus d'informations qui ont été transmises parce que on n'est pas en train de penser à d'autres choses. On est complètement dans le moment présent avec la personne, en train de vraiment essayer de saisir vraiment l'émotion qu'il y a en arrière de son message, son intention. On ne sera pas à faire le perroquet en répétant machinalement les mots que la personne vient d'exprimer. Alors, j'espère que vous avez vraiment aimé ces 2 podcasts. Écoutez, j'ai essayé de faire de mon mieux pour résumer le livre. C'est sûr qu'il y a encore plus d'informations que les 2 podcasts que je vous ai fait, parce que c'est un livre, comme je vous disais, à peu près de 500 pages. Mais j'ai essayé de vous donner les points importants que Guillaume Dulude veut exprimer dans son bouquin. Puis les choses pertinentes, à mon avis, là, les choses qui vraiment m'ont marqué, que j'ai appris des choses. Puis, je vais vous mettre dans la description de ce podcast, comme promis, le site internet de Psychom Origine. Je vous rappelle, Psychom Origine, c'est vraiment le site internet pour prendre des informations sur les expéditions que Guillaume Dulude organise. Là. C'est plusieurs fois par année, je pense que c'est le printemps et l'automne. Les gens s'inscrivent à ça, monsieur, madame, tout le monde, puis ils ont accès, dans le fond, à... C'est vraiment un voyage de formation. Oui, on peut penser que c'est un safari. Il y a un côté safari, mais il y a un côté très formation. À la base, là, c'est de la formation. C'est de la formation de communication pratique. C'est de la formation aussi dans le sens que les gens vont pratiquer leur leadership, vont bonifier leur leadership, vont l'augmenter. Puis, quand j'ai écouté les lives des gens qui avaient participé à cette expérience-là, c'était unanime. Les gens, ils sont sortis de cette expérience-là changés pour le mieux. Ils ont découvert des choses en eux qu'ils ne pensaient pas avoir. Ils se sont découverts des capacités aussi vraiment plus grandes. Ça a augmenté leur confiance. Bref, ça a l'air d'être une expérience vraiment fantastique. Fait que je vais vous mettre ce site internet-là dans la description du podcast. Puis si vous avez des questions là, sur le livre de Guillaume Dulude,
Écoutez, vous pouvez m'écrire là, dans les commentaires. Je vais vous répondre avec grand plaisir. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à la prochaine.